Salam alaikum, mes chers élèves bac sciences, marhaba bikoum. Donc, on va continuer pour cette séance pour voir l'immunité. Donc, on va envisager le deuxième chapitre, ce qu'on appelle les acteurs de l'immunité spécifique. Bon, avant de commencer, je pense que vous êtes en train de m'écouter. Vous pouvez cliquer sur vos mains. Vous cliquez sur la main tous. Hein. Si vous m'écoutez, vous cliquez sur la main. Bon, ça va, c'est bon. Ah, ça fait chez les. Tu m'entends? Les autres? Bon, ça va, c'est bon. Donc, نحيوا les mains. اسلام تنحي الماء متاعك. Bon, de toute façon, avant de commencer, est-ce que qui veut parler? Je parle في الconfinement. Hmm? J'espère bien que vous êtes tous en bonne santé. وهذاك c'est l'essentiel راهو c'est d'être en bonne santé. خاطش إن شاء الله كل شيء يوفى وإن شاء الله تعديوا الباك نتاعكم بعد. L'essentiel c'est d'avoir une bonne santé, ça c'est l'essentiel. En plus, le confinement هذايا معناها الديوغي نتاعو طويلت شوية. Mais je pense que vous avez profité le maximum de cette occasion. Donc, vous avez bien révisé presque le 2 tiers du programme, reproduction jusqu'à la régulation de la pression artérielle. Donc, il vous reste juste l'immunité. Et en train de voir, même avec des séances directes, l'immunité avant de voir ce chapitre avec vos professeurs au lycée par la suite. Donc, je pense bon, que vous avez de la chance quand même. Vous avez de la chance vu que vous avez eu l'occasion de réviser presque les 2 tiers du programme pendant 2 mois presque. Il n'y a pas eu une année où il y a eu une révision pendant 2 mois pour une grande partie du programme. Donc pour vous, c'est une bonne occasion. Je veux bien, ou bien je pense bien que vous avez bien profité de cette occasion. Et en plus, concernant le dernier chapitre, on est en train de faire quelques séances directes avec la plupart des élèves. Donc, c'est une occasion pour voir ce chapitre avant de le voir avec vos professeurs par la suite au lycée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Sinon, on commence. Bien, donc vous avez vu le premier chapitre ce qu'on appelle le soi et le non-soi. Le système immunitaire présente comme propriété fondamentale, c'est de reconnaître le soi, ce qui lui appartient. Donc, il va tolérer le soi, c'est-à-dire il va accepter tout ce qui lui appartient et il ne va pas éliminer ce soi, alors qu'il n'accepte pas le non-soi, les éléments étrangers, il va les éliminer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intolérance du non-soi. Donc, la tolérance du soi, le fait d'accepter le soi, et l'intolérance du non-soi, c'est-à-dire le fait de ne pas accepter et d'éliminer tout ce qui est étranger. Donc, vous avez vu, même en première année, la définition d'un antigène. Un antigène, c'est tout élément agresseur étranger qui entraîne une réponse immunitaire. Donc, une fois l'antigène pénètre dans l'organisme, le système immunitaire sera activé dans le but d'éliminer cet antigène. Et l'antigène peut être virulent, c'est-à-dire pathogène, donc il provoque une maladie. Donc, l'antigène présente une propriété fondamentale, c'est son pouvoir antigénique. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire l'antigène?
Donc, le pouvoir antigénique qui s'explique par ce qu'on appelle l'immunogénicité et l'antigénicité. Bon, lorsqu'on dit l'antigénicité, c'est-à-dire le pouvoir d'être reconnu comme antigène par le système immunitaire. Donc, directement, n'importe quel antigène qui pénètre dans l'organisme, le système immunitaire présente une spécificité, c'est qu'il va reconnaître cet antigène directement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'antigénicité, avec ce qu'on appelle l'immunogénicité, c'est-à-dire il est capable de provoquer une réaction immunitaire. Donc, il stimule le système immunitaire, le système va agir dans le but d'éliminer cet antigène. Donc, deux propriétés fondamentales qu'on peut les résumer sous le terme pouvoir antigénique. Tant que l'antigène est virulent, c'est-à-dire il va provoquer une maladie, donc il présente un pouvoir pathogène. On dit un antigène pathogène ou virulent, qui cause une maladie. Bon, vous savez qu'on peut, par exemple, prendre l'antigène, vous avez déjà vu ça en première année, on peut affaiblir l'antigène sous un traitement chimique ou bien sous l'action de la chaleur. Donc, on parle de ce qu'on appelle un antigène atténué ou bien affaibli. Donc, cet antigène affaibli va garder toujours son pouvoir antigénique, c'est-à-dire il est reconnu par le système immunitaire, il va déclencher une réponse immunitaire comme l'antigène virulent, mais il va perdre son pouvoir pathogène, donc il ne provoque pas la maladie. Donc, on parle dans ce cas-là d'un antigène atténué. On peut prendre l'exemple du tétanos, la maladie du tétanos, malade al-Khouziz, qui est causée par une bactérie qu'on appelle le bacille tétanique, qui libère une substance toxique, qu'on appelle la toxine tétanique. Donc, la toxine tétanique, une substance toxique libérée par une bactérie qui cause le tétanos, malade al-Khouziz. Donc, on peut traiter cette toxine tétanique de telle manière qu'elle devient atténuée, affaiblie. Donc, on a dit que cette toxine provoque la maladie qui est le tétanos. Lorsqu'on va traiter la toxine et devient atténuée, on parle de ce qu'on appelle l'anatoxine tétanique. Donc, une fois cette anatoxine est inoculée, injectée à un individu, dans ce cas-là, on va avoir une réaction immunitaire, une réponse immunitaire. Le système immunitaire va travailler contre cet antigène qui est atténué, mais on ne va pas avoir une maladie. C'est ce qu'on appelle le principe de la vaccination. Donc, là, on procède par ce qu'on appelle un vaccin. Donc, lorsqu'on dit un vaccin, c'est-à-dire le fait d'injecter un antigène affaibli dans le but de stimuler le système immunitaire. Et dans ce cas-là, on sera protégé contre cette maladie. Bon, là, par exemple, vous avez une fille qui est en train d'être vaccinée contre le tétanos. Là, vous avez un calendrier qu'on peut suivre. Le nouveau-né va être vacciné contre plusieurs maladies. C'est un tableau des vaccinations. Par exemple, juste après la naissance, le nouveau-né sera vacciné contre la tuberculose, marad al-sol, qui est causé par un bacille qu'on appelle le bacille de Koch, qui provoque la tuberculose. Donc, on doit lui injecter ce qu'on appelle le BCG. BCG, donc juste après la naissance, c'est le premier vaccin qu'on doit faire. Par la suite, on peut avoir, troisième mois, d'autres types de vaccins. Par exemple, ce qu'on appelle le coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite chez. Déjà, vous avez vu dans la neurophysiologie que le virus qui cause la poliomyélite attaque les corps cellulaires qui se trouvent au niveau de la corne antérieure, de la substance grise de la moelle
épinière. Si jamais ces corps cellulaires sont attaqués, dans ce cas-là, l'individu peut être paralysé par la suite. Donc, chalal atfal. Vous avez également l'hépatite B, التهاب الكبد الفيروسي, etc. On va faire des rappels concernant la plupart de ces vaccins. Bon, le 9e mois, on peut faire le vaccin contre la rougeole, le HOSPA, etc. Donc, avec une idée générale concernant les vaccins. Bon, là, on va poser la problématique concernant ce chapitre. La première question qu'on va poser, donc, alors on parle des acteurs de l'immunité. Donc, quels sont ces acteurs? Quelles sont les propriétés tout d'abord de l'immunité spécifique? Donc, cette immunité présente des propriétés. Comme vous avez vu en première année, ce qu'on appelle l'immunité naturelle ou bien l'immunité innée qui va avoir lieu dès la naissance chez tous les individus. Mais cette immunité qu'on va voir maintenant, elle n'est pas innée. On va voir ça par la suite. Donc, on va voir ses propriétés. Donc, في première année, l'immunité naturelle qui est représentée par les barrières naturelles, comme la peau, comme les muqueuses, et les substances chimiques qui sont libérées, qui interviennent dans la protection. Et si jamais il y a une blessure, dans la zone de blessure, on peut avoir une inflammation, une réaction inflammatoire. Et dans cette réaction inflammatoire, on peut avoir ce qu'on appelle le phénomène de la phagocytose. La phagocytose, عملية البلعمة, qui sera assurée par certains globules blancs. Et ce phénomène va se faire d'une manière non spécifique, donc contre n'importe quel antigène. Bon, maintenant, pour ce chapitre, on va voir une autre propriété qui va intervenir, qu'on appelle l'immunité spécifique. Donc, on va voir ses propriétés. Ensuite, quels sont les acteurs cellulaires et moléculaires de l'immunité spécifique, c'est-à-dire les constituants qui constituent et qui forment le système immunitaire, que ce soit des cellules ou bien des molécules, quels sont ces éléments. Ensuite, où et comment se forment les cellules immunitaires. Allez, pour cela, on va commencer tout d'abord par les propriétés de la réponse immunitaire spécifique. La première activité, dégager les propriétés de l'immunité spécifique. Vous pouvez également voir le livre. Donc, dans le livre, vous avez la plupart de ces activités et ces expériences. On a la page 286. Donc, si vous avez le livre devant vous, vous pouvez prendre la page 286. Bon, ceux qui veulent intervenir, ils peuvent intervenir. Hein. Bon, on va commencer par des expériences, analyser les résultats des expériences suivantes. Quelles conclusions peut-on dégager quant aux propriétés de l'immunité spécifique? On commence par la première expérience. On va injecter chez une souris A de la toxine tétanique. Ensuite, comme résultat, il y a mort de la souris. Bon, la question qui se pose, pourquoi il y a mort de la souris? Donc, qui veut intervenir? Qui veut parler? Comment on peut expliquer la mort d'une souris suite à l'injection de la toxine tétanique? Allez. Donc, comment, si vous voulez, la toxine tétanique sera considérée pour la souris A? Bon, je vous pose la question suivante. Est-ce que la souris A, par exemple, est-ce qu'elle a été immunisée contre la toxine tétanique? عندهاش مناعة ضد toxine tétanique. Allez, qui veut parler? Bon, non, vous dites non. Donc, نقرأ في les réponses نتاعكم. Elle présente un danger. La toxine tétanique est considérée comme non-soi.
Ouais. Donc, on va dire dans ce cas-là que la souris A n'a pas été immunisée contre la toxine. Puisqu'on a dit que la toxine tétanique est un antigène pathogène, bon, vous dites il y a un risque pour la souris qui va mourir. Cette souris n'a pas des anticorps contre cette toxine. Donc, je vous parle les anticorps. Donc, finalement, on va dire que cette souris A n'est pas immunisée contre le tétanos. C'est pourquoi il y a la mort de cette souris. Donc, je lis, la souris A n'est pas immunisée contre le tétanos, ce qui explique sa mort après l'injection de la toxine tétanique. Bon, ça va, Noaslou. À une autre souris B, on va injecter de la toxine diphtérique. Cette toxine provoque une autre maladie qu'on appelle la diphtérie. Donc, l'individu va avoir un problème pour respirer, il finit par mourir. Donc, vous avez par la suite la mort de la souris B. La même chose, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Donc, on a changé la souris, on a changé l'antigène. Bon, pourquoi il y a la mort de cette souris? Qui veut parler? Bon, Farah, ça va, elle n'est pas immunisée contre cet antigène. Ben, ماذا بيا ديما نسمع صوتكم أنا راه تحاولوا تتكلموا. Donc, la même chose, comme on a dit pour la première expérience, la souris B n'est pas immunisée contre la diphtérie, ce qui explique sa mort après l'injection de la toxine diphtérique. On continue avec la troisième expérience. Une autre souris C. On va injecter l'anatoxine tétanique à cette souris C. Après 15 jours, on injecte de la toxine tétanique à cette souris C. Il y a survie de la souris C. Donc, on va expliquer pourquoi il y a survie de cette souris. Allez. Selon vous, cette souris C, est-ce qu'elle est immunisée ou non contre le tétanos? Est-ce qu'avant de l'injection de l'anatoxine, est-ce qu'elle a été immunisée? Par la suite, le fait d'avoir une survie, est-ce qu'elle est immunisée? Hein? Bon, Farah, تقول لي l'anatoxine représente un vaccin contre le tétanos. Nourchen, après la première injection, la souris a été immunisée. C'est bien. Donc là, on va dire que la souris sera immunisée puisqu'elle va rester en vie après l'injection de la toxine tétanique. Comme on a dit, la toxine, c'est un antigène pathogène. Donc le fait qu'elle va survivre, elle est immunisée. Donc la souris C a acquis une immunité contre la toxine tétanique par l'injection de l'anatoxine tétanique. C'est pourquoi on parle d'une première propriété. Allez, qui peut définir cette première propriété d'après cette constatation? Qu'est-ce qu'on va dire concernant cette immunité? Elle est comment d'après ces résultats? Bon, la spécificité, c'est bien, ça fait chez les autres. Alors, je pose la question suivante. Est-ce que cette immunité est innée? Innée, elle va avoir lieu dès la naissance. Voilà, c'est bien. Les autres, qu'est-ce que vous dites? Bon, non, c'est-à-dire, bon, c'est bien, l'immunité elle n'est pas innée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? L'inverse de innée. On dit, comme c'est indiqué dans le résultat et dans la constatation, la souris C a acquis. C'est bien, on parle de l'acquisition. Donc, la première propriété que vous avez d'après cette expérience, c'est que l'immunité est acquise. On parle de l'acquisition d'une réponse immunitaire suite à l'injection de l'antigène atténué, c'est-à-dire l'anatoxine. Donc ça, c'est la première
propriété. Bon, selon vous, est-ce qu'il y a une autre propriété qu'on peut déduire d'après cette expérience? Bon, je vous pose la question suivante. Combien de fois le système immunitaire de la souris C a rencontré l'antigène? Oui, donc c'est bien. Donc la plupart du temps 2 fois. Bon, il y en a ceux qui ont dit c'est bien. Bon, le terme, je ne veux pas prononcer le terme maintenant. Bon, les autres, qu'est-ce que vous dites? Bon, 1 fois. Voilà. Ouais, l'antigène, on a dit tout à l'heure, l'antigène peut être ou bien affaibli, ou bien il peut être pathogène non affaibli. Là, on a injecté l'anatoxine, l'antigène affaibli. Par la suite, on a injecté la toxine tétanique, qui est l'antigène virulent. Donc, finalement, la souris va avoir 2 contacts avec cet antigène. C'est bien. Bon, il y en a certains qui ont dit il y a une mémoire immunologique. Une mémoire, c'est bien. Donc, le fait de rencontrer pour la première fois l'anatoxine, par la suite, après 15 jours, on a injecté la toxine tétanique. Donc, finalement, la souris ou bien le système de la souris C a rencontré lors de la première injection d'anatoxine tétanique. Donc, il va mémoriser cette anatoxine. Lors du deuxième contact, le système immunitaire va agir d'une manière rapide contre cet antigène. C'est pourquoi il a acquis une immunité et dans ce cas-là, il a mémorisé cet antigène. Donc, il va agir rapidement contre cet antigène. Donc, l'injection de la toxine tétanique après 15 jours ne provoque pas la mort de l'animal. Donc, on va dire la présence d'une mémoire immunitaire acquise lors du premier contact avec l'antigène. Donc là, vous avez une deuxième propriété, c'est-à-dire la mémoire immunitaire. Bon, si on imagine par exemple qu'on va injecter la toxine tétanique juste après l'injection de l'anatoxine tétanique. Par exemple, après 1 jour ou les 2 jours de l'injection de l'anatoxine, on va injecter la toxine tétanique. Selon vous, est-ce qu'on va avoir une survie ou bien la mort de l'animal? Bon, s'il vous plaît, lorsque vous posez des questions, vous écrivez en français, vous évitez le langage mental Facebook pour bien comprendre. Donc, Fidel a dit survie. Bon, là, la question de taille. Si on va injecter l'anatoxine tétanique à la souris C, au BAD, ce n'est pas après 15 jours. Juste après quelques heures ou après 1 jour, on va injecter la toxine tétanique. Est-ce que la souris C va survivre ou non, selon vous? Donc, ثم شكون يقول لي oui, ثم شكون يقول non. Bon, je vous donne la réponse. Le fait d'injecter la toxine juste après l'anatoxine, on ne va pas avoir survie de la souris. Donc, la souris va mourir dans ce cas-là. Et d'ailleurs, le fait d'avoir 15 jours, selon vous, pourquoi on doit avoir 15 jours comme décalage ou bien comme période entre les 2 injections? C'est dans quel but? Bon, Shelley m'a dit, l'organisme doit reconnaître. Hein? Donc, ça met le phénomène de la reconnaissance. Ouais, noir. Donc, une fois le système immunitaire va reconnaître l'antigène, qu'est-ce qu'il va faire par la suite, le système immunitaire? Alors, Madame Soud, comment qui veut parler? Bon, Farah m'a dit propagation de l'antigène affaibli. Donc, il va se propager, mais il va attaquer le système immunitaire. Le système immunitaire, il va l'attaquer lui-même. Donc, ça me dit durable. C'est-à-dire durable.
La réaction immunitaire sera un peu durable. Elle va durer. Il y a une certaine période. Donc, le système immunitaire va intervenir pour reconnaître. Tout d'abord, il va agir. Donc, il va être activé dans le but d'agir contre l'antigène. Donc, on va avoir une réponse. Donc, pour avoir cette activité, cette réponse, il faut avoir cette période, bon, environ ici 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Cette réponse immunitaire, qu'est-ce qu'elle nécessite finalement? كنذكروا في première année, lorsque vous avez vu l'immunité naturelle, dès qu'il y aura une infection, une blessure, on va avoir une réaction inflammatoire d'une manière immédiate. La réaction inflammatoire qui est caractérisée par une rougeur, une douleur, élévation de la température, la chaleur, etc. Un œdème, un gonflement. Donc, est-ce que cette réponse immunitaire, est-ce qu'elle est immédiate là? Donc, le système immunitaire va fabriquer des anticorps pour agir contre le facteur pathogène. Oui. Farah dit, elle dit non. Oui. Donc, finalement, elle n'est pas immédiate. C'est une autre propriété de la réponse immunitaire. On doit injecter la toxine tétanique 15 jours après l'injection de la toxine tétanique. Donc, c'est pourquoi on va dire que la réponse n'est pas immédiate. On passe maintenant à une autre propriété. À une souris D, on va injecter de l'anatoxine tétanique. Ensuite, après 15 jours, on va injecter de la toxine diphtérique. Il y a mort de la souris D. La question qui se pose, on farah. Donc, il y a mort de la souris D. Bon, selon vous, pourquoi il y a mort de cette souris? Donc, quelle différence existe entre la souris C et la souris D? Pourquoi la souris C tout à l'heure, elle reste en vie? Alors, là, il y a la mort de la souris D. Donc, vous voyez, on a respecté même la période, après 15 jours. Donc, Farah m'a dit, l'anatoxine n'est pas spécifique pour cet antigène, c'est bien. Friel, la souris ne présente des anticorps, n'a pas des anticorps contre la diphtérie, c'est bien. Bon, n'est pas reconnu par la souris D, c'est bien. Le fait d'injecter de l'anatoxine diphtérique, on va immuniser l'animal dans ce cas-là. Plutôt le fait d'injecter de l'anatoxine tétanique, on va immuniser l'animal D contre le tétanos, contre la toxine tétanique. Nourchen, la souris D n'est pas immunisée contre la toxine diphtérique, c'est bien. Mais le fait d'injecter par la suite la toxine diphtérique, l'animal n'a pas déjà reconnu cet antigène, n'a pas été immunisé avant contre la toxine diphtérique, donc on a changé l'antigène. Par conséquent, le système immunitaire ne peut pas, dans ce cas-là, intervenir pour assurer la survie de l'animal et l'animal va mourir, puisque d'après l'autre expérience, la troisième expérience pour la souris C, l'animal ou bien le système immunitaire a mémorisé l'antigène qui est l'anatoxine tétanique. Donc, c'est la première fois qu'il a reconnu la toxine diphtérique. Donc, on parle dans ce cas-là, comme vous avez dit, de la spécificité de la réponse immunitaire. Donc, on va dire, bon, ça fait chez m'a demandé combien dure la mémoire immunitaire. Bon, selon les cas et selon les vaccins. Donc, si on va faire un seul vaccin, bon, il y a une certaine période de protection, mais la période n'est pas très importante. Mais c'est pourquoi, au cours des vaccins, on doit faire des rappels. Quand le calendrier des vaccins que nous avons déjà vu tout à l'heure, contre le tétanos, on va faire le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois, même après des années, on va faire des rappels. Donc, c'est dans le but de renforcer encore et d'augmenter la mémoire immunitaire, donc de renforcer encore le système immunitaire. Donc, l'immunisation contre le tétanos par l'injection de l'anatoxine tétanique n'immunise pas l'animal contre la diphtérie. C'est pourquoi on parle de la spécificité de la réponse immunitaire. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu 4 propriétés. L'immunité est acquise, elle présente une mémoire, elle n'est pas immédiate
et elle présente une spécificité. Bon, Ben Mabrouk m'a dit pour que la réponse immunitaire sera rapide. C'est bien le fait de faire des rappels. Le fait de faire des rappels, dans ce cas-là, la réponse immunitaire sera beaucoup plus rapide. On passe à une autre propriété. Quelle nouvelle propriété de la réponse immunitaire est-elle mise en évidence par l'expérience suivante? À une souris E, on va transférer du sérum de la souris C à la souris E. On a dit la souris C est immunisée contre le tétanos. Donc, on va transférer, c'est-à-dire on va prendre le sérum à partir de l'animal C et on va l'injecter par la suite à l'animal E. Bon, lorsqu'on dit le sérum, c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire c'est du plasma, c'est le liquide du sang après la coagulation. Donc, le sang, lorsqu'il va se coaguler, le liquide qui surnage le sang, c'est ce qu'on appelle le sérum. On peut dire c'est le plasma, mais sans une protéine qu'on appelle le fibrinogène. C'est-à-dire, si on va éliminer le fibrinogène à partir du plasma, on obtient le sérum. Car le fibrinogène, c'est une protéine du plasma qui va intervenir pour assurer la coagulation du sang. Donc, on va injecter le sérum à l'animal E. Ensuite, le même jour, donc ce n'est pas après des jours, comme on a dit tout à l'heure, on va injecter de la toxine tétanique à la souris E. Donc, on remarque qu'il y a survie de l'animal. Allez, pourquoi il y a survie de l'animal? On vous dit présence d'une mémoire. Est-ce que l'animal E va avoir une mémoire contre ce microbe, selon vous? Mais Friel, tu peux parler, Friel? Friel Ayadi, j'ouvre le micro. Message Friel, tu essaies de parler, c'est bien? Oui, monsieur. Oui, Assam, Friel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Friel? La souris présente, le sérum présente des anticorps contre la tétanie. C'est bien. Bon, les anticorps, on va changer les anticorps. Mais ça va, c'est bon. Donc, comme a dit votre camarade, dans le sérum, il y a des anticorps, on va en parler par la suite, c'est-à-dire il y a des éléments qui vont intervenir pour assurer la protection de l'animal E, puisque l'animal E n'a pas été immunisé avant. Il n'a pas subi l'injection de l'anatoxine tétanique, donc n'a pas été immunisé. Donc, il n'a pas une mémoire contre cette maladie. Le fait de transférer un sérum à partir d'un animal immunisé, et ce sérum, d'après le résultat, puisque lorsqu'on va injecter la toxine tétanique, la souris va rester en vie, donc ce sérum a protégé, dans ce cas-là, l'animal contre le tétanos. Donc, comme a dit votre camarade Lena, l'immunité est transférable, c'est bien. Islam a dit la souris E est protégée par le sérum de la souris C immunisée contre le tétanos. Donc, on a un transfert de l'immunité de la souris C immunisée à la souris E non immunisée. C'est bien. Donc là, vous avez la première propriété, c'est que l'immunité peut être transférable par le sérum. Donc, je lis, le sérum de la souris C protège la souris E contre la toxine tétanique. Il y a donc transfert de l'immunité par le sérum. Donc, l'immunité est transférable par le sérum. Donc, là, on peut envisager une application médicale d'après cette propriété. C'est ce qu'on appelle la sérothérapie, c'est-à-dire le fait d'injecter un sérum contre un antigène bien déterminé à un individu dans le but de protéger cet individu contre la maladie. Voilà, si jamais, par exemple, un individu a subi une blessure, par exemple, il y a un antigène qui a été pénétré dans l'organisme et lorsqu'on va faire un vaccin à cet individu, il faut avoir un certain temps pour avoir une réponse immunitaire. Donc, pour le protéger immédiatement, dans ce cas-là, on peut injecter un sérum qui contient
comme a dit votre camarade, des anticorps contre cet antigène. Directement, donc, ce sérum va donner son effet. Donc, on parle de ce qu'on appelle la sérothérapie. Donc, on peut préparer au laboratoire des sérums contre plusieurs antigènes. Donc, un sérum, par exemple, anti-titanique. Si jamais un individu, مثلا, a été blessé par un clou souillé ou dans ce cas-là, il y a un risque d'avoir l'antigène. Donc, il peut être malade par la suite. Donc, on peut lui injecter directement le sérum anti-titanique. Donc, on peut préparer un sérum contre plusieurs types d'antigènes, contre par exemple le venin d'un serpent, des vipères, des scorpions, également un sérum anti-titanique, anti-diphtérique. Donc, quelles sont les propriétés de cette sérothérapie, si vous voulez? Est-ce qu'elle est immédiate ou bien non immédiate? Est-ce qu'elle va assurer une protection directe, immédiate ou non? D'après le résultat de cette expérience. Donc oui, vous dites oui. Est-ce qu'il y a autre propriété concernant cette sérothérapie? Est-ce qu'on peut avoir autre propriété? Bon, vous dites elle est immédiate. Est-ce que selon vous, dans ce cas-là, d'après cette méthode, est-ce qu'on va stimuler le système immunitaire pour répondre et pour agir contre l'antigène? Est-ce que le système immunitaire est stimulé ou non? Bon, il y en a certains qui ont dit oui. Bon, le fait d'injecter un sérum, le sérum contient des anticorps. Mais est-ce qu'il y a l'antigène? Il n'y a pas l'antigène. Qui va provoquer la réponse immunitaire? C'est l'antigène. Donc, là, on a injecté le sérum, mais on n'a pas injecté un antigène atténué. Donc, le sérum, comme vous avez dit, contient des anticorps. Les anticorps, leur rôle, c'est d'agir contre les antigènes pour neutraliser et pour essayer d'éliminer les antigènes. Mais finalement, le système immunitaire ne sera plus activé par l'injection de sérum. Donc, on dit dans ce cas-là que cette immunité, elle n'est pas active, elle est passive. Donc, je vous pose une autre question. Est-ce que la protection, lorsqu'on va procéder par sérothérapie, est-ce que la protection, est-ce qu'elle sera durable ou non? Est-ce qu'elle va durer? Donc, dès qu'on va injecter le sérum contient des anticorps. Les anticorps vont agir pendant quelques jours et par la suite, il arrive un moment où les anticorps seront éliminés et dans ce cas, l'animal ne sera plus protégé. Donc, la protection n'est pas durable. Donc, on peut dire qu'en propriété de la sérothérapie, elle assure une protection immédiate, comme on a dit passive, c'est-à-dire le système immunitaire est non actif, et passagère, c'est-à-dire non durable. Elle est temporaire. Ouais. Bon, on passe à une autre propriété. À partir de l'analyse de ces nouvelles expériences, déduire une autre modalité de transfert de l'immunité spécifique. Donc, on a dit maintenant que l'immunité peut être transférée par le sérum. On va voir une autre expérience maintenant. Donc, à partir d'une souris S1, on greffe un fragment de la peau de la souris S1 de lignée A et une souris S2 de lignée différente, lignée B. Donc, on va procéder par ce qu'on appelle, comment on appelle cette greffe? Le chapitre Loul. On va greffer un fragment de la peau d'un animal à un autre animal de lignée différente. C'est-à-dire, génétiquement, ces deux animaux sont différents. On parle de quel type de greffe? Ce qu'on appelle une allogreffe. Donc, il y a le rejet du greffon après 12 jours. Pourquoi il y a eu rejet du greffon? Le greffon, c'est ce qu'on a greffé, le fragment de la peau de la souris S1. Donc, comment sera considéré ce greffon pour l'animal S2? Est-ce qu'il va l'accepter? Bon, vous dites non, soit.
Donc, il ne va pas l'accepter, c'est-à-dire ce sont des cellules étrangères, donc c'est du non-soi. Donc, il ne va pas tolérer ces cellules du non-soi. Donc, l'animal S2 va intervenir pour éliminer le non-soi. Donc, on va avoir un rejet après 12 jours. Donc, vous voyez, après 12 jours, c'est-à-dire il faut avoir un certain temps pour que le système immunitaire puisse travailler et intervient pour éliminer l'antigène. Donc, on peut dire, comme a dit votre camarade, les deux tissus sont non compatibles. On parle d'une histo-incompatibilité entre les deux tissus de S1 et S2. Bon, on continue. Il s'agit donc d'une allogreffe. Le greffon est considéré comme non-soi. Il est rejeté car il y a une incompatibilité tissulaire entre S1 et S2. On passe à une autre expérience. On va faire maintenant le transfert du sérum de S2, le S2 qui a déjà reconnu l'antigène, c'est-à-dire le fragment de la peau de S1, et qui a éliminé ce greffon. Donc, on va faire le transfert du sérum de S2 à une souris S3. Ensuite, le même jour, on va faire la greffe de S1 à S3. On remarque que le rejet va se faire après 12 jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire là? Donc, le fait d'avoir un rejet du greffon kiff-kiff, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les deux tissus de S1 et S3 sont non compatibles. Donc, le système immunitaire de S3 considère ce greffon comme non, soit il va l'éliminer. Mais par exemple, je vous pose la question suivante. Si on n'a pas fait le transfert du sérum de l'animal S2 à S3, on va faire la greffe de S1 à S3. Le rejet du greffon, est-ce qu'il va se faire après 2 jours ou bien on va avoir un changement? Donc, je répète. Donc, vous dites même résultat. Ouais. Même si on va pas transférer le sérum, toujours il y a rejet du greffon après 12 jours. C'est-à-dire le sérum, est-ce qu'il a un effet dans ce cas-là? On dit il n'a pas un effet. Donc, est-ce que l'immunité a été transférée par le sérum finalement? On vous dit non. Donc, finalement, cette immunité n'a pas été transférée par le sérum. Le sérum n'a aucun effet sur le rejet du greffon. Bien, on continue. Maintenant, on va faire le transfert des lymphocytes de S2 à S4. Et le même jour, on va faire la greffe de S1 à S4. On remarque qu'il y a un rejet de greffe après 3 jours. Allez, qu'est-ce que vous remarquez d'après ce résultat? Oui. Donc, quelle différence entre cette expérience et la deuxième expérience? Bon, là, on remarque que le rejet de la greffe va avoir lieu après 3 jours. Donc, la réponse était comment par rapport à l'expérience 1 et 2? Mabrouk m'a dit S4, mais il n'y a pas avant S4 hein, reconnu le sérum, mais pour cela, le rejet est durable. Bon, comment elle va reconnaître le sérum? On n'a pas transféré le sérum. On a transféré des lymphocytes. On vous dit des lymphocytes. Les lymphocytes sont des globules blancs. Donc, on a transféré des cellules immunitaires qui sont les lymphocytes. Donc, on a trouvé la différence, c'est après 3 jours. Donc, ce n'est pas après 12 jours. Donc, elle est plus rapide, c'est bien. Donc, comment on explique la rapidité du rejet? Pourquoi il y a une rapidité du rejet? Si on n'a pas transféré les lymphocytes, on a les globules blancs de S2 à S4, S2 qui a déjà, nous avons dit, reconnu l'antigène. Donc, si on n'a pas transféré ces lymphocytes, est-ce qu'on va avoir le rejet après 3 jours? Alors, si on imagine qu'on a greffé
de S1 à S4. Ensuite, on remarque que le rejet du graphon va avoir lieu, selon vous, après 3 jours ou bien 12 jours. Bon, vous dites 12 jours, c'est bien. Mais lorsqu'on va transférer des lymphocytes de S2, qui a déjà reconnu l'antigène, on remarque qu'il y a une rapidité du rejet du graphon. On a ce qu'on a greffé. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire là? Pourquoi? Qui va provoquer finalement cette rapidité? C'est grâce à quoi on va avoir cette rapidité du rejet? C'est grâce aux lymphocytes, c'est-à-dire l'immunité qui existait chez la souris S2. Donc, le fait de transférer ces lymphocytes à S4, on a transféré l'immunité, si vous voulez, à S4. Et dans ce cas-là, les lymphocytes de S4 vont agir rapidement contre ces cellules étrangères et on va avoir le rejet après 3 jours. Donc, on va dire la rapidité du rejet du graphon par la souris S4 se fait grâce aux lymphocytes prélevés de S2. Donc, on déduit que l'existence d'une mémoire immunitaire suite au deuxième contact avec le même tissu étranger, la mémoire s'explique au niveau des lymphocytes qu'on a injectés au niveau de l'animal S4. Donc, ce sont des cellules qui ont déjà reconnu l'antigène. Le fait de reconnaître l'antigène, donc, ils ont mémorisé, ces lymphocytes ont mémorisé cet antigène. Donc, ils vont agir d'une manière beaucoup plus rapide lorsqu'ils vont rencontrer une deuxième fois le même antigène, puisqu'on va ici greffer le fragment de la peau. Donc, ces lymphocytes vont rencontrer une deuxième fois le même antigène. C'est pourquoi il y a une rapidité de la réponse immunitaire. Donc, on va déduire à la fin que la réponse immunitaire dans le cas d'une allogreffe est transférable par les lymphocytes. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, finalement, on a cette propriété, c'est que l'immunité est transférable ou bien par le sérum ou bien par les lymphocytes. Donc, là, finalement, si on va avoir un antigène qui va pénétrer dans l'organisme, hein, la toxine tétanique, la toxine diphtérique, par exemple, le virus de la grippe, le virus de l'hépatite, etc. Le système immunitaire, il est capable d'agir contre cet antigène. C'est pourquoi je peux avoir مثلا une protection, une réponse contre la tuberculose, ce qu'on appelle le bacille de Koch. Tuberculose, مرض السل. عافانا وعافاكم الله. On peut avoir une réponse contre l'hépatite, le boussophire, ou bien contre le tétanos, le cousez. Le système immunitaire peut agir également contre la varicelle, c'est-à-dire le bousogar, également contre, par exemple, la rougeole, le hosba, contre la diphtérie, etc., et contre divers autres antigènes, c'est-à-dire finalement, le système immunitaire peut agir contre n'importe quel antigène, contre plusieurs antigènes. Donc, quelle propriété peut-on déduire d'après ces résultats? Quelle est la propriété de la réponse immunitaire? Bon, mon bloc m'a dit Corona. Bon, le Covid-19, le système immunitaire agit contre cet antigène également. Bon, il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'antigène, on est surtout la première année, lorsque l'antigène va pénétrer, donc il y a 3 cas possibles là, ou bien le système immunitaire va agir et va éliminer l'antigène. L'antigène peut rester dans l'organisme, mais il n'y a pas les symptômes de la maladie, donc l'antigène peut rester à l'état silencieux. Lorsque vous allez voir le sida qui est causé par un virus qu'on appelle le HIV, le VIH, c'est-à-dire le virus qui assure l'immunodéficience, c'est-à-dire il peut être à l'état silencieux, il peut se trouver à l'intérieur des cellules sans se multiplier et sans se manifester. Et finalement, troisième cas où l'antigène peut se manifester, peut être activé, peut se multiplier, il peut
agir, il peut même gagner. Dans ce cas-là, on va avoir affaiblissement du système immunitaire qui devient incapable d'agir contre cet antigène qui m'a fait le cas de SIDA. Donc, là, vous dites spécificité, c'est bien. Bon, ces remarques montrent bien qu'il y a une spécificité de la réponse immunitaire et on a dit ça déjà. Bon, ça, c'est bien diversité. Donc, on va déduire à la fin que on parle de la diversité de la réponse immunitaire. Donc, finalement, si on va conclure, quelles sont les propriétés de la réponse immunitaire que nous avons vues? Qui peut me rappeler ces propriétés? Oralement. Bon, Slem. عسلامة monsieur. Aslam. لاباس؟ الحمد لله. لاباس انت؟ الحمد لله. تفضل. Donc, quelles sont les يعيشك. propriétés? Donc, spécifique, Mhm. mémorable, diversifié, Mhm. سامحني, transférable, Mhm. acquis. Et acquise, on a dit au début, acquise, hein? Ça, c'est la première propriété. Oui. Donc, Oui. acquise, tu as dit. Tu as dit également transférable. On a transférable que ce soit ou bien par le sérum ou bien par lymphocytes. les lymphocytes, les cellules immunitaires. Également la spécificité non immédiate, on a dit ça tout à l'heure, la diversité et également, vous avez dit, présente une mémoire immunitaire. C'est bien cela. Bon, à partir de la propriété de la transférabilité et également de la mémoire immunitaire, on peut envisager ce qu'on appelle des applications médicales. D'ailleurs, on a parlé de ça tout à l'heure. Ce qu'on appelle la sérothérapie et ce qu'on appelle la vaccination d'après la mémoire immunitaire. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par sérothérapie? On a expliqué ça tout à l'heure. C'est-à-dire le fait d'injecter un sérum qui contient des anticorps. Si par exemple un individu a subi l'action d'un antigène virulent, donc pathogène, pour guérir cet individu, immédiatement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit injecter un sérum qui contient des anticorps qui est déjà préparé au laboratoire, spécifique contre cet antigène virulent. Donc, le fait d'injecter le sérum, les anticorps qui sont spécifiques vont intervenir pour agir contre l'antigène. C'est ce qu'on appelle la sérothérapie. La vaccination, bon, à quoi consiste la vaccination? Donc, là, on doit injecter l'antigène toujours atténué. On veut faire, par exemple, le vaccin contre la diphtérie. Donc, on doit injecter l'anatoxine diphtérique. Donc, vous avez le premier contact avec l'antigène. Donc, ça, c'est l'injection du vaccin. Par la suite, le système immunitaire va travailler, va être activé, sera stimulé et va assurer la production des, bon, on vous dit des LB, les LB, ce sont des lymphocytes qui sont spécifiques à l'antigène, qui vont intervenir pour être activés. Et si jamais il y a un deuxième contact avec le même antigène, dans ce cas-là, les anticorps vont être fabriqués d'une manière très rapide qui vont intervenir pour agir contre cet antigène. Donc l'individu sera protégé contre cet antigène. Donc ça, c'est le principe de la vaccination. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire par la suite des rappels au fur et à mesure. Donc là, on va essayer de mettre les propriétés de la sérothérapie et de la vaccination. Selon vous, le but de la sérothérapie, c'est quoi? Pourquoi on fait ou on procède par sérothérapie? Dans quel but? Est-ce qu'on va injecter le sérum à n'importe quel individu? Pensez bien, Farah, vous dites pour guérir l'individu malade. Donc, on doit injecter on doit injecter le sérum à l'individu qui est malade. Ou elle qui risque d'avoir une maladie. الإنسان مثلا حاجة مصدة هو déjà depuis longtemps n'a pas fait un vaccin contre le tétanos. Là, on peut, un risque كبير d'avoir le tétanos, on peut l'injecter ou bien on peut injecter à cet individu le sérum anti-tétanique
Donc, c'est bien pour guérir. Donc, on dit curatif. Donc, la sérothérapie est curative, معناها pour la thérapie, للمعالجة. Alors que pour la vaccination, selon vous, est-ce qu'on va guérir les individus malades? Est-ce qu'on va injecter le vaccin à un individu malade ou bien à un individu sain? Bon, pour la protection, sa femme a dit, Farah a dit sain, c'est bien. Donc, finalement, on va injecter un individu sain. Dans quel but? Bon, vous dites pour protéger contre les maladies. Hein? Et pour protéger par la suite. معناها, quel est le but finalement? Hein? C'est bien, prévention. Donc, pour la prévention, l'ilwiqaya, donc c'est préventive pour ne pas être attaqué. C'est bien, par l'antigène. Bon, deuxième propriété, l'immunité. Vous allez dire, est-ce que l'immunité est activée ou bien non activée dans chaque cas? Pour la sérothérapie, est-ce que l'immunité est activée? On a dit ça tout à l'heure. Donc, vous dites passive, c'est bien, mais on a non activé. Donc, on parle d'une immunité qui n'a pas été activée, donc elle est passive. Alors que pour la vaccination, est-ce qu'on va simuler le système immunitaire par vaccination? Oui, donc le système immunitaire sera simulé, donc il va être activé, il va agir, on va avoir une mémoire immunitaire. Bon, maintenant, concernant la durée de la protection, si vous voulez. Bon, vous pouvez voir là une courbe qui indique le taux plasmatique d'anticorps antitétaniques lorsqu'on va injecter le sérum. Donc là, on va injecter au début. Et vous avez ici une injection de sérum antitétanique d'origine animale. Donc là, vous avez le temps en fonction de semaines. Allez, qu'est-ce que vous remarquez là? La durée de la protection, d'après cette courbe, c'est combien à peu près? Vous dites non durable, c'est bien. Donc, vous voyez là, tant qu'il y a des anticorps, tant que l'individu sera protégé. Mais on remarque vers le 4e, 5e jour, le taux d'anticorps devient très faible. Et après 6e semaine, au-delà de la 6e semaine, il n'y a plus d'anticorps. Donc, l'individu, pendant cette période, n'est plus protégé. Donc, comme vous avez dit, la durée de la protection n'est pas importante, donc non durable. Mais est-ce qu'elle est immédiate ou non, cette protection? Oui, vous dites, elle est immédiate. Donc, on va dire la protection immédiate, mais elle est de courte durée. Dans le cas de la vaccination, bon, par exemple, on peut voir ces courbes. On va injecter pour la première fois l'antigène A. Maintenant, on va procéder par le vaccin. L'antigène A, bien sûr, atténué. Ensuite, on va mesurer le taux d'anticorps fabriqué par le système immunitaire. Donc, vous voyez dans cet axe le taux d'anticorps fabriqué. On voit ici le taux qui va augmenter, qui va diminuer. Ensuite, vers le jour 50 ou bien le 50, on va injecter une deuxième fois le même antigène A et on va injecter également pour la première fois l'antigène B. On vous représente ici la courbe du taux d'anticorps anti-A et anti-B. Allez, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là concernant la réponse, la protection? Tout d'abord, est-ce qu'elle est immédiate ou non? Et vous expliquez. Et vous dites, est-ce qu'elle est durable ou non? Et vous expliquez pourquoi d'après les courbes. Bon, la plupart, vous avez dit tardive, durable, longue durée, durable, oui. Ouais. C'est bien. Donc, vous voyez là, le fait d'injecter pour la première fois, la réponse va avoir lieu après quelques jours. Donc, si un individu, par exemple, attrape un antigène ou il n'est pas vacciné, si on va faire le vaccin, peut-être que l'antigène va provoquer son effet et l'individu va mourir avant d'avoir une réponse immunitaire. C'est pourquoi on doit vacciner dans le but d'avoir une prévention contre la maladie. Donc, la protection n'est pas immédiate, donc elle va avoir après un certain temps. Et c'est pourquoi dans les expériences précédentes, on a injecté par exemple chez la souris C l'anatoxine tétanique, puis après 15 jours, on a injecté la toxine tétanique.
Donc, on doit avoir la formation d'une immunité, d'une mémoire immunitaire qui va intervenir lors d'un deuxième contact. Je vous deuxième contact pour l'antigène A. Cette réponse, la deuxième réponse, là, vous comparez cette deuxième réponse avec la première réponse. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Allez, qui veut parler? Vous comparez la période pendant laquelle il y a une réponse secondaire. Là, vous avez la réponse secondaire parce que on a injecté la deuxième fois l'antigène. Là, vous avez une réponse primaire. Donc, vous comparez le délai de la réponse, vous comparez le taux d'anticorps et vous comparez la durée de la protection. Donc, vous comparez la réponse primaire et la réponse secondaire. Et qu'est-ce qu'on peut déduire? Bon, Afif. Aslam, monsieur. Afif. Oui. Les réponses primaires est plus faible que les réponses secondaires. Plus faible, le taux est plus faible. Le taux d'anticorps, oui. Les taux plasmatiques des anticorps est plus grand ou plus important pour les anticorps des anti-A, de la réponse secondaire. Donc la réponse secondaire, on va dire, elle est plus ample, elle est plus importante que la réponse primaire. Est-ce qu'il y a autre différence? Sauf le délai, qu'est-ce que tu remarques pour le délai, le délai de la réponse? Est-ce que vous avez le même délai? Non, les premiers est plus important. Maintenant, il faut avoir, il faut avoir presque 8 jours pour répondre, alors qu'ici, il faut avoir presque 2 jours pour répondre. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La réponse secondaire, elle est comment par rapport à la réponse primaire? Est-ce qu'elle est plus lente ou elle est plus rapide? plus rapide. Elle est plus rapide, ouais. Et concernant la durée de la protection, bon, là, vous avez ici la durée de la protection, tant qu'il y a des anticorps. Et là, cette durée de protection, est-ce qu'elle est plus importante ou plus faible pour la réponse secondaire? Elle est plus importante ou plus faible? Tant qu'il y a anticorps, tant que l'animal est protégé. Mais d'abord, il y a des anticorps. Et là, il y a des anticorps. Vous voyez? Alors qu'ici, la période pendant laquelle il y a les anticorps, c'est une période plus importante. D'accord? Donc, on dit que dans ce cas-là, que la période de la protection suite à la réponse secondaire est plus importante que celle suite à la réponse primaire. D'accord? Oui, merci. Ça va, c'est bon, Afif. On peut même voir peut-être une simulation. Par exemple, ici, on va injecter l'antigène atténué avec un décalage entre les deux injections de 14 jours. D'accord? Je vais injecter pour la première fois au jour 0. Au 14e jour, je vais injecter une deuxième fois le même antigène. Vous voyez là? Bon, pour cette réponse primaire, donc elle est moins ample, le taux d'anticorps est faible, la durée de la protection elle est faible. Il faut avoir un délai très important pour agir. Alors que pour la deuxième injection, vous avez un taux d'anticorps beaucoup plus important, la réponse sera beaucoup plus rapide et également la durée de la protection, tant qu'il y a des anticorps fabriqués, est plus importante. Également, on peut faire un deuxième rappel, un troisième rappel, un quatrième rappel. Sur le calendrier des vaccins, on a dit tout à l'heure que pendant 10 mois, on va faire des rappels contre surtout le coqueluche, contre la diphtérie, contre le tétanos, contre l'hépatite. C'est dans le but d'avoir une grande mémoire immunitaire qui va rester et également d'avoir un système immunitaire très renforcé et un taux d'anticorps très important. Et la protection va durer des années et des années par la suite. Bon, Afif, votre main est levée. Tu veux parler, Afif? Bon. Donc, on va dire que l'action est tardive, elle est de longue durée, comme vous avez vu. Bon, là,
on peut procéder parfois par faire un vaccin et en même temps faire la sérothérapie. Par exemple, un individu a subi une blessure par un clou souillé. أنا حديد مصدد إذا كان ثم صديد ثم chance d'avoir le tétanos. إذا كان l'individu هذا n'a pas été vacciné depuis des années contre le tétanos, on peut injecter directement le sérum dans le but d'avoir une protection rapide qui m'a chauffé là, vous voyez. Donc là, vous avez l'injection de sérum. Donc cette injection va provoquer la présence des anticorps qui vont intervenir pour agir directement et rapidement contre l'antigène, mais en même temps, on peut procéder par vaccination. On va faire le vaccin, l'autre couleur indique le vaccin, et vous avez là le taux d'anticorps qui va se former suite au vaccin. Là, on vous représente les rappels. On peut faire deuxième vaccin, troisième vaccin, même quatrième vaccin, etc. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on représente la zone de protection. C'est-à-dire, tant que vous avez un taux d'anticorps qui se trouve dans cette zone, dans ce cas-là, on sera protégé. Pendant les 2 premières semaines, si vous voulez, l'individu sera protégé par quel type d'anticorps? Par les anticorps, les anticorps issus du sérum, ou bien par les anticorps qui sont fabriqués par le système immunitaire suite au vaccin. Donc, vous voyez, pendant les 2 premières semaines, la protection va se faire par les anticorps qui se trouvent dans le sérum. Alors que par la suite, l'individu sera protégé par les anticorps qui se trouvent dans l'organisme suite à l'activation du système immunitaire, et ceci suite à la vaccination. D'accord? Donc là, on procède par vaccinothérapie, on peut dire, et sérothérapie, un vaccin et une sérothérapie en même temps. D'accord? Donc, on a vu maintenant les propriétés de la réponse immunitaire. On va continuer pour voir les effecteurs de la réponse immunitaire spécifique. C'est-à-dire, quels sont les éléments du système immunitaire qui vont effectuer la réponse immunitaire. Pour cela, vous avez l'activité 2 du livre. Je me souviens en même temps. La page, je pense, 288. Donc, identifier les réponses immunitaires spécifiques selon le type de l'effecteur. On vous demande d'analyser les expériences suivantes, déterminer le type d'effecteur et la nature de la réponse immunitaire. Donc, on vous demande une analyse des expériences. On vous demande de déterminer les facteurs qui vont effectuer la réponse immunitaire, qui va agir contre l'antigène finalement. Et on vous demande à la fin de déterminer la nature de la réponse immunitaire. Comment on appelle cette réponse immunitaire? On commence par la première expérience. Allez, d'après l'expérience. Qui veut analyser l'expérience? On a parlé de ça avant. Allez, juste, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Qui veut parler? Juste une analyse. Donc, on a pris un animal immunisé contre la diphtérie, ou un animal A, c'est un cobaye. Donc, comment l'animal sera immunisé contre la diphtérie? C'est que, qu'est-ce qu'on a injecté avant? Qu'est-ce que vous dites? Pour qu'il soit immunisé en domaine de diphtérie, on a injecté avant quoi? Non, ce n'est pas le sérum. Pour qu'il soit immunisé en domaine, on doit injecter l'antigène qui provoque la diphtérie, mais d'une manière atténuée. Elle est l'anatoxine diphtérique. C'est bien, ça fait. Bon, lymphocyte, là, on ne va pas injecter des lymphocytes. On ne va pas injecter ni sérum ni lymphocytes. Pour immuniser un individu, c'est par la vaccination. On a le fait de transférer le sérum ou des lymphocytes dans le but de faire une protection immédiate, mais elle ne sera pas durable. Mais pour avoir une immunité ou une immunisation durable, on doit faire un vaccin. Donc, on injecte l'anatoxine diphtérique. L'animal, dans ce cas-là, va être immunisé contre la diphtérie, ce qui explique la survie
de l'animal A. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Qui veut parler? On a pris le sérum de l'animal A, on a injecté le sérum à l'animal B, mais par la suite, qu'est-ce qu'on a injecté? Vous avez la seringue qui indique l'injection de la toxine diphtérique. On remarque qu'il y a survie. On a il y a survie, comme on a dit tout à l'heure, qui provoque la survie. Donc, cette animal, si on n'a pas injecté le sérum de l'animal A, est-ce que l'animal B peut survivre? Chez l'animal B, on a injecté la toxine diphtérique. Et ici, le cobaye B n'est pas immunisé contre la diphtérie. Donc, c'est bien, vous dites, bon, anticorps, quand je vois un bac. Ouais. Bon, l'animal B n'a pas été vacciné avant. Bon, qui va provoquer la survie de l'animal suite à l'injection de la toxine diphtérique? C'est grâce à quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avant? On va injecter le sérum de l'animal A. L'animal A qui est déjà immunisé. Donc, le fait d'injecter le sérum à l'animal B, par la suite, on va injecter la toxine diphtérique. Donc, le sérum va assurer la protection de l'animal B grâce au sérum. Donc, comme on a dit tout à l'heure, l'immunité a été transférée par le sérum. Donc, vous avez dit, il y a des anticorps dans le sérum qui assurent la protection. C'est bien. Donc, analyse, l'injection de la toxine diphtérique à l'animal B suite au transfert du sérum du cobaye A, immunisé contre la diphtérie, n'a pas provoqué la mort de l'animal B. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire à la fin? Cette immunité, comme on a dit, sera transférée par le sérum. Donc, le sérum de A a protégé B contre la diphtérie. Bon, maintenant, on va passer à l'animal C. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a prélevé des lymphocytes T. Dans le Jofobat, pour les lymphocytes, il y en a deux types de lymphocytes. Les lymphocytes sont des types de globules blancs qui interviennent dans l'immunité spécifique. Il y en a deux types, ce qu'on appelle les lymphocytes T et les lymphocytes B. Bon, quelle différence entre les deux? Quel est le rôle de chaque lymphocyte? Pourquoi on les appelle B et T? Donc, on va faire le transfert de l'animal A des lymphocytes, ce n'est pas du sérum, des lymphocytes, des cellules, des globules blancs, de l'animal A à l'animal C. Ensuite, on va injecter la toxine diphtérique. On remarque qu'il y a mort de l'animal. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à la fin? Ces lymphocytes T, est-ce qu'ils ont provoqué la protection? Est-ce qu'ils ont provoqué la protection et la survie de l'animal C? Non, vous dites non. Donc, finalement, ces lymphocytes T n'ont pas protégé l'animal C contre la diphtérie, ce qui va provoquer finalement la mort de la souris C. Voilà, je peux dire que les lymphocytes T n'ont pas protégé B contre la diphtérie. D'accord? Donc, finalement, quels sont les effecteurs de cette réponse immunitaire qui va se faire finalement par des éléments qui sont dans le sérum? Donc, le fait d'avoir des éléments qui sont solubles dans le sérum, et vous avez dit tout à l'heure, on les appelle des anticorps. Donc, les effecteurs de cette réponse immunitaire sont ces éléments solubles dans le plasma, dans le sérum, qu'on appelle anticorps. Donc, éléments solubles dans le sérum qui s'appellent anticorps. Donc, finalement, on peut dire que la réponse immunitaire contre la toxine diphtérique va se faire par l'intermédiaire des anticorps. Donc, ce sont les effecteurs de cette réponse immunitaire, qui sont des facteurs qui se trouvent dans le sérum, dans le sang. Donc, on dit des facteurs humoraux. C'est-à-dire, on peut dire que la réponse immunitaire se fait par l'intermédiaire des facteurs humoraux. Voilà, je peux dire une réponse immunitaire à médiation humorale, ce qu'on appelle RIMH. La réponse se fait par l'intermédiaire des facteurs humoraux, le facteur humoral ou le humoraux, parce qu'il s'agit des anticorps qui se trouvent dans le sang. Ce sont des molécules qui se trouvent dans le sang.
et qui vont agir contre l'antigène. Donc, cette réponse va se faire par l'intermédiaire, à médiation, on a par l'intermédiaire des facteurs humoraux, c'est-à-dire les anticorps. On parle d'une réponse immunitaire à médiation humorale, ou par abréviation RIMH. On peut même noter directement RIMH. On peut écrire cette abréviation même في الدوار. Donc, là, vous avez la première nature de la réponse immunitaire, elle peut être de type RIMH. Lorsqu'on a fait la greffe d'une souris à une autre souris, de S1 à S2, où il y a eu un rejet du greffon, on a dit que le rejet va se faire par les lymphocytes, ce n'est pas par le sérum. En a cette réponse immunitaire, finalement, n'est pas de type RIMH. Bon, ça va, Anna? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Ça va? Donc, on passe. Bon, une autre expérience. Donc, vous avez un animal immunisé contre la tuberculose. Donc, comment on peut immuniser un individu contre la tuberculose? On peut injecter ce qu'on appelle le BCG. Le BCG, c'est un bacille, c'est une bactérie vivante qui présente la forme affaiblie de ce qu'on appelle le bacille de Koch. Le bacille de Koch, c'est l'antigène virulent qui provoque la maladie. C'est une bactérie qui provoque la tuberculose. Le BCG, ce qu'on appelle bacille de Calmette-Guérin, c'est la forme atténuée de BK, du bacille de Koch. Donc, on va injecter le BCG à l'animal D. C'est pourquoi lorsqu'on va injecter par la suite, après des jours, lorsqu'on va injecter le bacille de Koch, il y a survie de l'animal. Donc, on va dire pourquoi il y a cette survie, parce que l'animal a été immunisé contre la tuberculose par le BCG. Alors, si vous voulez poser des questions, ou s'il y a une intervention, vous pouvez vous intervenir. Hein? Et quand on n'a pas compris, ou vous voulez que je répète, ou vous pouvez vous intervenir. Bon, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais dire ça, l'analyse. La survie de l'animal d'après l'injection de BK s'explique par l'acquisition d'une immunité contre la tuberculose, et ceci suite à l'injection de BCG. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter le sérum de l'animal qui est déjà immunisé. On va transférer le sérum à un cobaye E, un autre animal. Au bas, on va injecter le bacille de Koch à cet animal. Il y a mort de l'animal. Bon, Feriel m'a dit, je vais l'action de sérum et de lymphocyte. On va le voir par la suite. On a sérum, des éléments, des molécules qu'on appelle des anticorps. Donc, je vous bade les anticorps, quel est leur effet sur l'antigène? Dès que l'anticorps trouve un antigène, il va fixer l'antigène dans le but de neutraliser l'antigène. On a pour rendre l'antigène inactif. Bon, les lymphocytes, c'est autre chose. Donc, je vous bade en détail. On a des lymphocytes qui sont le siège de la formation des anticorps. Les anticorps par la suite. Et on a d'autres lymphocytes qui vont intervenir pour reconnaître l'antigène et pour stimuler les autres cellules immunitaires. Donc, on va le voir. Surtout, vous allez voir ça dans le chapitre 3, le rôle de chaque élément. Donc, deuxième expérience, là, finalement, le sérum qu'on a prélevé, est-ce qu'il a provoqué son effet? Est-ce qu'il a protégé l'animal contre le BK? Donc, vous dites, sérum n'a pas d'influence sur, d'où la mort de la souris. Oui, vous dites non, c'est bien. Donc, le sérum n'a pas d'influence. Finalement, cette réponse immunitaire, est-ce qu'elle est de type RIMH, comme on a vu tout à l'heure? Non. Le sérum de D ne protège pas E contre la tuberculose, car l'injection de BK entraîne sa mort. D'accord?
Bon, نشوفوا بعد l'animal F. Allez, qu'est-ce que vous remarquez pour l'animal F? Lorsqu'on va injecter maintenant les lymphocytes prélevés de D, qui est déjà immunisé, on va injecter ces lymphocytes à l'animal F, un autre animal qui n'a pas été immunisé. Par la suite, on va injecter le bacille de Koch. Allez, vous remarquez qu'il y a une survie de l'animal. Bon, ça je نقول لي RMC تنشوفها دائما بعد. Bon, Mabrouk me dit la survie de souris, bon, cobaye, est due à l'injection de lymphocytes. Ouais. Finalement, si on n'a pas injecté les lymphocytes T de l'animal D à l'animal F, le bacille de Koch va provoquer normalement la mort de l'animal. Qui va protéger l'animal F contre le BK, le bacille de Koch? Ce sont les lymphocytes T prélevés de l'animal D. Donc on va dire ça. Les lymphocytes T prélevés de l'animal D, qui est immunisé contre la tuberculose, protègent l'animal F. On a finalement, quels sont les effecteurs dans ce cas-là? Est-ce qu'il s'agit des anticorps, comme on a vu l'autre cas? Non? Quels sont les effecteurs qui vont intervenir pour agir et assurer la protection de l'animal? Donc, d'après l'observation, d'après cette expérience, qui va protéger l'animal F qu'on a tawah? Allez, qui veut parler? C'est bien, donc ce sont les lymphocytes, exactement les lymphocytes T. Donc, je vous parle le rôle des lymphocytes B. Si on fait la même expérience, mais au lieu de prendre les lymphocytes T, on va prendre les lymphocytes B. Dans ce cas-là, on ne va pas avoir une survie. Donc, c'est exactement les lymphocytes T qui vont intervenir pour assurer la protection, pour agir contre le BK. Donc, les lymphocytes T, lorsqu'on dit les lymphocytes, on parle des cellules. On va dire dans ce cas-là que cette réponse immunitaire va se faire par l'intermédiaire, c'est pas comme notre cas par des facteurs immoraux, mais par l'intermédiaire des cellules. Donc, c'est pourquoi on va dire que cette réponse immunitaire, elle est de type cellulaire. La réponse se fait par l'intermédiaire des lymphocytes T, d'où l'appellation réponse immunitaire à médiation cellulaire ou bien RIMC. Donc, vous voyez, d'après ces deux expériences, on a vu jusqu'à maintenant que les effecteurs peuvent être ou bien de type anticorps, donc des facteurs immoraux, ou elles de type cellulaire, ce sont des lymphocytes. C'est pourquoi on parle de deux types de nature de réponse immunitaire, ou bien RIMH ou bien RIMC. Oui, donc c'est-à-dire ça, c'est bien. Ou bien la protection par le sérum qui contient des anticorps, ou bien par des lymphocytes, donc on parle d'une RIMC. Ça va? Y a-t-il des questions? Bon, on passe à une autre activité. Caractériser les facteurs de l'immunité humorale. On vous demande, à partir de l'analyse des résultats de l'expérience suivante, préciser la nature des facteurs de l'immunité humorale. Donc, on va essayer de déterminer la nature et même les propriétés des facteurs de la RIMH. On a les facteurs HUMA, c'est maintenant les anticorps. D'accord? Bon, vous avez cette expérience, la page 289 du livre. Allez, on va essayer de comprendre l'expérience, de quoi il s'agit. Allez, tabac mliah. Donc là, on vous dit, on va prendre le sérum prélevé sur un cobaye A ayant reçu 15 jours plus tôt une injection d'anatoxine diphtérique. Donc c'est l'activité 3. Bon, l'activité 3, page 289, document 5. B.
Donc, on a dit on va prendre le sérum d'un cobaye A ayant reçu 15 jours plus tôt une injection d'anatoxine diphtérique. Alors, normalement, qu'est-ce qu'il y a dans ce sérum? Et dès qu'on prend le sérum d'un animal qui a été immunisé contre la diphtérie. On a dit tout à l'heure, la diphtérie, la réponse immunitaire contre la diphtérie est une RIMH. Donc, c'est bien, ça fait, donc il y a des anticorps. Donc, on va mettre en évidence, on va voir la nature de ces anticorps maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va injecter, d'abord les flèches, on va injecter le sérum à l'animal G. Ensuite, on va injecter de la toxine diphtérique à cet animal. Il y a survie. Donc, on a expliqué ça pas mal de fois jusqu'à maintenant. Donc, la survie est assurée par le sérum injecté qui contient des anticorps. Donc, c'est une, comme vous avez dit, c'est bien, c'est une RIMH. Donc, l'animal a été immunisé contre la diphtérie. Le sérum de cet animal protège l'animal G contre la diphtérie. D'accord? Bon, le plutôt l'animal H. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord l'expérience. On va mettre le sérum dans ce tube, bon, ou bien ce canal. Qu'est-ce qu'il contient ce tube? Vous avez de l'anatoxine diphtérique, c'est-à-dire l'antigène, atténué, fixé sur des particules de poudre. Bon, une poudre quelconque, la poudre va servir pour fixer l'anatoxine. C'est pour empêcher le fait que l'anatoxine va tomber, donc on va le fixer au niveau des particules de poudre, tout simplement. On va procéder par une filtration. Donc on va mettre le sérum dans ce tube qui contient l'anatoxine diphtérique avec des particules de poudre. On obtient ici un filtrat. On va injecter le filtrat à l'animal H. Ensuite, on va injecter la toxine diphtérique. Donc, vous avez la mort de l'animal. Allez, vous allez expliquer pourquoi, dans ce cas-là, il y a la mort de l'animal. Bon, et là, oui, il m'a dit les anticorps se fixent dans la poudre. Ben, je ne pour le moment. La poudre va fixer les anticorps. Les autres, qu'est-ce que vous dites? Ben, nous troisième expérience. Donc, nous troisième expérience. Donc, qu'est-ce que vous avez? On va mettre le sérum dans un tube qui ne contient que les particules de poudre. Donc, la différence entre ces deux milieux, c'est que le premier milieu contient la poudre avec l'antigène atténué, alors qu'ici, vous n'avez que des particules de poudre. Ensuite, on va obtenir un filtrat. On injecte le filtrat à l'animal I et par la suite, on va injecter la toxine diphtérique. Il y a survie de l'animal. Donc, si, bon, d'après, elle a dit les anticorps se fixent dans les particules de poudre, ben, normalement, les anticorps doivent être également fixés par les particules de poudre. Donc, pourquoi il y a survie là? Donc, votre hypothèse, elle n'est pas tout à fait juste. Hein? Allez, les autres, vous allez expliquer pourquoi il y a survie là. Pourquoi il y a mort à ce niveau-là. J'espère que vous avez bien saisi l'expérience. Si vous n'avez pas compris l'expérience, vous demandez. Les anticorps fixés sur des récepteurs de la poudre. Non, c'est pas juste. J'ai dit ça tout à l'heure. La poudre est utilisée comme support pour avoir juste l'anatoxine, l'antigène dans ce milieu. Les anticorps agissent juste sur les antigènes dans la poudre. C'est-à-dire, tu peux expliquer, Aya? Bon, je peux ouvrir le micro. Tu peux parler, Aya. Salut, monsieur. Salam. Donc, les anticorps agissent sur les antigènes dans la poudre. C'est pour cela ما هبطوش بعديك في dans quel milieu? Dans le premier milieu, Hana, ou le deuxième milieu? Non, dans le premier milieu.
Tu as dit, les anticorps sont fixés par l'anatoxine. Par conséquent, il n'y a pas passage des anticorps dans le filtrat. Pourquoi il y a survie de cet animal? Car il n'y a pas des antigènes. Il n'y a pas des antigènes. Et la conséquence? Donc, les anticorps agissent directement sur la survie. C'est bien. Les anticorps passent ou non dans le filtrat? Oui, ils passent. C'est bien. Donc, comme a dit votre camarade, c'est bien. Les anticorps dans le deuxième milieu passent à travers les particules de poudre dans le filtrat. Lorsqu'on va injecter le filtrat, vous avez le filtrat avec les anticorps. C'est pourquoi on va avoir dans ce cas-là protection contre la toxine diphtérique. Alors que pour l'autre cas, le deuxième cas, on remarque que lorsqu'on va injecter le sérum, ou mettre le sérum dans ce tube, il y a l'antigène. Donc l'anticorps va se fixer à l'antigène et par conséquent, au niveau du filtrat, on ne va pas avoir le passage des anticorps. C'est-à-dire, les anticorps vont rester avec l'antigène fixé au niveau des particules de poudre. La conséquence, on ne va pas avoir des anticorps dans le filtrat. Donc, lorsqu'on va mettre le filtrat et on va injecter la toxine diphtérique, la toxine va provoquer son effet et l'animal va mourir. Ouais. Ça va? Donc là, je peux écrire la mort du cobaye H montre qu'il n'est pas protégé contre la diphtérie. Dans le filtrat, il n'y a pas les anticorps. Alors que donc, le filtrat injecté à cet animal ne renferme pas les effecteurs de la RMH, les anticorps. Ils sont fixés dans le tube renfermant la poudre et l'anatoxine. Donc, par quoi ils sont fixés? Ou bien par la poudre, ou bien par l'anatoxine. Donc, finalement, on a dit que la poudre, c'est juste, va intervenir pour maintenir juste l'anatoxine. Donc, on n'a pas un rôle important à ce niveau-là, mais c'est l'anatoxine qui est l'antigène qui va se fixer à l'anticorps, alors que pour l'autre animal, l'animal I, la survie du cobaye I se fait grâce au filtrat qui renferme les molécules effectrices de la RMH qui sont passées dans le tube à travers les particules de poudre, ne renfermant pas l'anatoxine diphtérique. Donc les anticorps passent et vont provoquer leur effet. Finalement, ces effecteurs qui sont retenus par l'anatoxine, l'anatoxine, finalement, c'est une molécule de nature protidique. C'est l'antigène qui se présente à l'échelle moléculaire. Donc, finalement, l'anticorps qui va se fixer à cet antigène de nature protidique, donc l'anticorps ne peut être que également de nature protidique. Mais le fait d'avoir une fixation de l'anticorps sur l'antigène, une association, comment on explique cette association? Pourquoi il va se fixer directement sur cet antigène, l'anticorps? Si on imagine que vous avez ces anticorps, les anticorps antidiphtériques. Si on va mettre ces anticorps antidiphtériques avec de la toxine maintenant titanique, est-ce qu'il y aura une association ou bien une fixation? Par exemple, lorsque l'hormone va agir sur la cellule cible, comment l'hormone va reconnaître la cellule cible? Bon, vous savez ça, c'est par l'intermédiaire de quoi? C'est bien des récepteurs spécifiques. Donc, le récepteur, la forme spatiale du récepteur et la forme spatiale de l'hormone, on vous dit spécificité. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire pour la forme, la configuration spatiale? Donc, oui, il sera reconnu, oui. Et après, concernant la forme spatiale, c'est-à-dire, on va dire dans ce cas-là que l'hormone est compatible à ce récepteur. Donc, la forme spatiale de l'hormone est complémentaire à la forme spatiale du récepteur. La même chose ici. Donc, l'anticorps antidiphtérique présente une forme ou bien une configuration spatiale qui est tout à fait complémentaire à la toxine ou bien à l'anatoxine diphtérique. C'est pourquoi il y aura une fixation. Donc, on peut dire dans ce cas-là que c'est une propriété de
ces effecteurs qui sont les anticorps. Ces molécules ont été fixées par l'anatoxine diphtérique. Il s'agit des anticorps de nature protidique qui présentent une complémentarité de forme avec l'antigène, c'est-à-dire avec l'anatoxine. Donc là, on a pu déterminer la nature concernant les effecteurs de la RIMH qui sont les anticorps. Ça va? Y a-t-il des questions? Bien, donc on passe. Bon, on passe, on va voir ce qu'on appelle les globules blancs, c'est-à-dire les cellules de l'immunité. Vous savez que dans le sang, il y a deux grandes parties dans le sang. Il y a ce qu'on appelle les cellules, il y a ce qu'on appelle le plasma. Dans le plasma, c'est le liquide du sang, dans lequel on peut avoir des molécules, on peut avoir de l'eau, des sels minéraux, etc. Et également, vous avez les cellules qui sont représentées par les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Bon, on va s'intéresser aux globules blancs ou bien ce qu'on appelle les leucocytes, qui sont les cellules immunitaires. Donc, on va essayer de les identifier. Bon, on peut diviser les globules blancs en deux types. Vous avez déjà vu ça en première année. Donc, il y a ce qu'on appelle les mononucléaires, c'est-à-dire ceux qui présentent un seul noyau. Il y a ce qu'on appelle les polynucléaires. Bon, les polynucléaires ou bien ce qu'on appelle les granulocytes qui présentent un noyau polylobé. On présente plusieurs lobes et un cytoplasme granuleux, donc riche en grains. On trouve ces polynucléaires généralement dans les tissus infectés. Vous avez une photo d'une cellule de type polynucléaire. Bon, les mononucléaires, on peut les diviser en deux types. Il y a ce qu'on appelle les monocytes. Ils sont de taille plus faible que les granulocytes. Et ces monocytes, une fois il y a une infection par exemple, ces monocytes peuvent aller vers la zone d'infection et peuvent se différencier en autres types de cellules, c'est-à-dire peuvent se transformer en autres types de cellules qu'on appelle macrophages, des cellules de grande taille qu'on va les trouver généralement dans les tissus infectés. Et ces macrophages, vous avez également ce qu'on appelle les lymphocytes. Donc, les monocytes et les lymphocytes sont des cellules de type mononucléaire. Les lymphocytes, on peut les diviser en ce qu'on appelle lymphocyte B et lymphocyte T. Bon, les macrophages et les polynucléaires peuvent assurer dans la zone d'infection ce qu'on appelle le phénomène de la phagocytose. Au cours d'une réaction inflammatoire, on va avoir un œdème, un gonflement et une rougeur parce qu'il y a un flux du sang dans cette zone-là. Donc, les cellules peuvent intervenir dans cette zone, que ce soit les macrophages ou bien les polynucléaires, pour assurer le phénomène de la phagocytose. Chaque cellule va se rapprocher, chaque cellule qu'on appelle phagocyte, que ce soit polynucléaire ou bien macrophage, se rapproche au microbe, va entourer le microbe, ensuite va ingérer et absorber le microbe à l'intérieur dans le but de faire la digestion du microbe. Bon, c'est juste un rappel de ce que vous avez vu en première année, d'accord? Bon, on va s'intéresser surtout aux lymphocytes. Bon, les lymphocytes interviennent dans ce qu'on appelle l'immunité spécifique, alors que les polynucléaires et les macrophages interviennent dans l'immunité non spécifique. Le phénomène de la phagocytose va se faire d'une manière non spécifique. Et ce phénomène va se faire de la même manière contre n'importe quel antigène. Et il va se faire dès la naissance pour un individu. Toujours, on peut avoir ce phénomène de phagocytose. C'est pourquoi on a appelé cette immunité l'immunité non spécifique ou bien l'immunité
naturelle. Alors que là, vous avez, grâce à ces lymphocytes, on parle de ce qu'on appelle l'immunité spécifique, car bon, dans le système immunitaire, il y a un répertoire immunologique très diversifié, c'est-à-dire on a un très grand nombre de lymphocytes B et de lymphocytes T qui sont tout à fait différents, une diversité énorme de ces lymphocytes. N'importe quel antigène qui va pénétrer, il y a toujours un ensemble des lymphocytes T et des lymphocytes B qui vont reconnaître d'une manière spécifique cet antigène, ils vont agir contre cet antigène. C'est pourquoi on parle d'une spécificité immunitaire. Donc, maintenant, on va parler de la formation des cellules de l'immunité. Où se forment les cellules immunitaires, les globules blancs? Pour cela, vous avez l'activité 5, mettre en évidence le rôle de la moelle osseuse, page 290 et 291. Bon, là, on représente certains organes qui représentent les organes lymphoïdes. Ce sont les organes qui interviennent dans l'immunité. Bon, on va parler maintenant de ce qu'on appelle la moelle osseuse, surtout. La moelle osseuse, c'est la partie interne des os qui sont des os longs. Cette partie interne forme une moelle qu'on appelle la moelle osseuse. On va voir le rôle de cette moelle osseuse. Vous avez également un autre organe ici qu'on appelle le thymus. Le thymus est un organe qui est situé derrière le sternum. Le sternum, c'est l'os qui est situé à ce niveau-là, dans la partie supérieure de la cage thoracique. Donc, juste derrière le sternum, vous avez le thymus. Donc, on va essayer de parler de ces deux organes et le rôle de ces deux organes dans l'immunité. Donc, chez l'homme, diverses anomalies, bon, c'est une observation clinique, là. Chez l'homme, diverses anomalies de la moelle osseuse entraînent une réduction du nombre de leucocytes qui s'accompagne de déficits immunitaires graves caractérisés par une production insuffisante d'anticorps. Donc, d'après ces données, est-ce qu'on peut déduire un rôle concernant la moelle osseuse? On vous dit, s'il n'y a pas la moelle osseuse, s'il y a une anomalie de la moelle osseuse, la moelle devient non fonctionnelle. La conséquence, il y a réduction, diminution du nombre des globules blancs. Il y a un déficit immunitaire. Un déficit, un manque du fonctionnement du système immunitaire. Le système ne fonctionne pas normalement. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire concernant le rôle de la moelle osseuse? Qui veut parler d'après cette expérience, ou bien c'est pas une expérience, mais c'est une observation? Quel est le rôle de la moelle osseuse? Bon, ça fait être les stimulations du nombre d'anticorps. Bon, et alors l'immunité. Donc, l'anticorps, où se forme et à partir de quoi il se forme? Donc, la moelle osseuse va intervenir, bien sûr, dans la formation des anticorps, mais comment? Allez, on va le voir par la suite. Riel, elle dit le nombre de leucocytes très grand. Ouais. Bon, très grand, finalement, ces leucocytes, où se forment? S'il n'y a pas moelle osseuse, il n'y a pas finalement des leucocytes. Le nombre devient très faible si la moelle osseuse ne fonctionne pas normalement. Je peux dire à la fin que, oui, c'est bien, que on vous demande de formuler une hypothèse concernant le rôle de la moelle osseuse dans l'immunité spécifique. Bon, c'est bien. Une naissance des cellules. Soit les leucocytes se forment au niveau de la moelle osseuse, c'est bien. Donc, l'hypothèse, on va dire, la moelle osseuse présente l'origine de la formation des cellules immunitaires. Bon, c'est une hypothèse, mais bien sûr, là, on doit faire des expériences pour prouver cette hypothèse. Pour cela, on réalise les expériences suivantes pour vérifier l'hypothèse. Vous avez un tableau où il y a 3 expériences. Allez. Donc, on commence par la première expérience. Qui veut lire l'expérience? Juste après l'expérience.
Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Mais dès qu'un jour, la première expérience, vous avez des animaux souffrant de déficit immunitaire congénital. Déficit معناها manque du fonctionnement du système immunitaire congénital dès la naissance. Donc les animaux هذوما n'ont pas un système immunitaire normal. Ils ne fonctionnent pas normalement. Vous avez هنا 4 paramètres. Vous avez le nombre d'hématies et leucocytes. Hématies معناها des globules rouges et leucocytes des globules blancs. Bon, il est faible. La production des lymphocytes est faible. La RIMH, l'immunité humorale, et la RIMC, l'immunité cellulaire, sont également très faibles. Ensuite, on vous dit l'irradiation, c'est-à-dire la destruction de la moelle osseuse. L'irradiation, maintenant, on va porter des rayons, comme les rayons X par exemple. En immunité, lorsqu'on vous dit on fait une irradiation, c'est dans le but de détruire la moelle osseuse. Donc, l'irradiation veut dire directement destruction, élimination de la moelle osseuse. Qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a plus d'hématies de leucocytes, il n'y a plus de lymphocytes, il n'y a ni RIMC ni RIMH. Qu'est-ce qu'on va déduire d'après cette expérience? Mon frère a dit la moelle osseuse qui forme les leucocytes. C'est bien. Souha, les leucocytes se forment au niveau de la moelle osseuse. D'accord? Donc, notre hypothèse qu'on a choisie tout à l'heure, elle est juste ou non? On peut encore prouver ça d'après la troisième expérience. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va greffer la moelle osseuse aux animaux irradiés. Maintenant, les animaux qui n'ont pas la moelle osseuse. On va faire la greffe pour voir le rôle de la moelle. Qu'est-ce qu'on remarque? Retour progressif au nombre normal concernant les hématies, les leucocytes, les lymphocytes et rétablissement de la RIMH et RIMC. L'immunité tout à fait normale. Donc là, qu'est-ce qu'on va déduire finalement? Donc, comme vous avez dit maintenant, donc on va tout d'abord analyser. L'irradiation entraîne la destruction de la moelle osseuse. Elle est suivie par la disparition des cellules sanguines et par conséquent de la RIMH et de la RIMC. Donc, la greffe de la moelle osseuse s'accompagne par la formation des globules rouges et des globules blancs et le rétablissement de la réponse immunitaire. Donc, ça, c'est une analyse. Donc, la déduction. Donc, la moelle osseuse est le lieu de la formation de toutes les cellules sanguines. Ce n'est pas uniquement des lymphocytes et des globules blancs. Même les globules rouges, les plaquettes, etc. se forment au niveau de la moelle osseuse. Donc, concernant la première expérience. Donc, là, on a pu déterminer le rôle de la moelle osseuse. Ça va? Y a-t-il des questions? Bon, on peut passer à voir ce qu'on appelle la maturation des cellules de l'immunité. La question qui se pose, une fois les cellules immunitaires, les lymphocytes sont formés, est-ce que ces lymphocytes peuvent agir directement ou non contre un antigène? Bon, lorsqu'on dit maturation, maintenant on veut dire la capacité que la cellule va acquérir pour agir contre l'antigène. Donc, déterminer les lieux de maturation des cellules de l'immunité. Donc, là, on dit, la maturation des cellules immunitaires, c'est que les cellules immunitaires, après leur formation, sont incapables d'agir contre l'antigène. Donc, ils doivent subir une phase de maturation pendant laquelle ces cellules vont devenir capables d'agir contre un antigène, c'est-à-dire deviennent compétentes contre un antigène, en avoir une compétence immunitaire, si vous voulez, contre
un antigène. وهذاك شو معناها maturation des cellules de l'immunité. Bon, pour cela, on va voir ces observations. Bon, vous avez ici une souris nude naissant sans thymus. Bon, souris nudes sont des souris qui n'ont pas un thymus. Vous avez une peau qui n'a pas des poils. Qu'est-ce qu'on va faire? On va greffer chez la souris nude la peau de rat n'est pas rejetée. Donc, on a le thymus, c'est un organe qui se trouve dans la partie supérieure de la cage thoracique, derrière le sternum. C'est un organe qui va jouer un rôle dans l'immunité. On va voir maintenant son rôle. Donc, lorsque vous avez une souris qui n'a pas un thymus, on va greffer la peau d'un autre rat normal. Qu'est-ce qu'on remarque? Bon, on vous dit tolérance des greffes chez la souris nude. Je m'en ai tolérance des greffes. C'est-à-dire, la souris nude va accepter ou non le greffon. Donc, c'est bien. Donc, celui soit, c'est bien. Mais finalement, le système immunitaire de la souris nude va considérer comme étant le fragment de la peau, comme étant celui soit, elle va l'accepter. Donc, finalement, son système immunitaire, est-ce qu'il travaille normalement ou non, puisqu'il n'y a pas le thymus? Eh bien, on va le voir. Donc, vous voyez, il y a un thymus qu'on a mis dans cette partie-là. Donc, en tenant compte de ces constatations et sachant que le rejet de greffe est une RIMC, le rejet du greffe se fait par l'intermédiaire des lymphocytes T, donc c'est une RIMC. Propose une hypothèse concernant le rôle que le thymus peut jouer dans l'immunité. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire comme rôle du thymus dans l'immunité? Donc, le rejet de greffe est une RIMC. L'individu qui n'a pas un thymus, est-ce qu'il peut réaliser cette RIMC, cette réponse immunitaire à médiation cellulaire? Mon Souham a dit le thymus est le siège de la maturation des cellules immunitaires. De quelles cellules immunitaires? De toutes les cellules immunitaires? حسب الريزلtat هذه. Votre camarade a dit que le thymus présente le lieu où se fait la maturation des lymphocytes, ou bien des cellules immunitaires, elle a dit. Bon, le Mabrouk, on a dit RIMC, réel lymphocyte, des lymphocytes, mais quel type de lymphocytes? Alors, on a dit il y a deux types de lymphocytes, il y a les LB, il y a les LT. On a dit les LT. Pourquoi vous dites les LT? Allez, c'est pas les LB. On a dit tout à l'heure que le rejet est une RIMC et on sait que quels sont les effecteurs de la RIMC? Parce qu'on a vu tout à l'heure les effecteurs. Les effecteurs de la RIMC sont les anticorps, alors que pour la RIMC, les effecteurs sont les LT. Donc, puisque s'il n'y a pas le thymus, les LT ne sont pas fonctionnels, c'est pourquoi il n'y a pas un rejet du greffon, car on sait que le rejet de la greffe se fait par RIMC. Tant qu'elle ne va pas se faire en absence de thymus, ceci montre que les effecteurs de cette réponse immunitaire à médiation cellulaire qui sont les LT, la maturation de ces effecteurs se fait au niveau du thymus. On peut dire à ce niveau-là que le rejet du greffon s'explique par une réponse immunitaire. Il s'agit d'une RIMC. Donc, elle ne se fait pas chez les souris nudes sans thymus. C'est pourquoi la souris nude va accepter le greffon prélevé à partir du rat normal. Donc, on va déduire
on sait que les effecteurs sont les lymphocytes T. Il faut dire les lymphocytes T. Donc, on va déduire que, comme hypothèse, la maturation des cellules immunitaires qui sont responsables de la LIMC, à savoir les lymphocytes T, se fait dans le thymus, comme conclusion finale. Bon, on peut observer cette séquence vidéo qui parle du thymus, juste pour avoir une idée. Le thymus est de la taille d'une orange. Sa couleur évolue d'un gris rosé pendant l'enfance à une teinte plutôt jaune à l'âge adulte, car au fil des ans, il s'atrophie et se couvre de tissus adipeux. Le thymus est situé sur la partie inférieure du cou, en arrière du sternum. Cette glande influe sur le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, juste là pour avoir une idée concernant l'emplacement du thymus. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu dans cette partie-là, concernant le deuxième chapitre, on a vu les propriétés de la réponse immunitaire. On a vu les effecteurs de chaque réponse immunitaire, le cas de la RIMH et le cas de la RIMC. La nature des effecteurs de la RIMH qui sont les anticorps. Et on a pu mettre en évidence ces anticorps. Ensuite, maintenant, on a commencé à voir les cellules de l'immunité. On a vu, on a commencé à voir la maturation des cellules immunitaires. On a vu maintenant le rôle de la moelle osseuse et le rôle de du thymus dans l'immunité. Et surtout, concernant la maturation, on a vu jusqu'à maintenant que la maturation des lymphocytes T se fait au niveau du thymus. Bon, concernant cette séance, bon, avant de vous quitter. Merci à vous également. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre attention également. De toute façon, on fera une autre séance pour terminer le deuxième chapitre où on va voir la maturation des autres cellules immunitaires où va se faire le rôle exact de la moelle osseuse. Ensuite, le stockage des lymphocytes et le rôle des organes lymphoïdes pendant la réponse immunitaire. Merci à vous également. Bon, si vous n'avez pas des remarques, bon, je vous dis merci pour votre attention. Inch'Allah dima en bonne santé. Inch'Allah dima on fera d'autres séances avec beaucoup de courage, beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Inch'Allah نتلاقاو في d'autres séances. Allez, c'est un